Bonjour et bienvenue à cette nouvelle exploration santé, ici sur Goma Web Radio. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une question vraiment vitale pour le Nord Kivu, l'accès aux prothèses, la réadaptation physique et puis l'inclusion des personnes qui vivent avec un handicap. Beaucoup sont victimes des conflits armés, hein, on le sait, ça déchire la région, mais attention, ce n'est pas tout. D'autres maladies, les accidents aussi, pèsent lourdement. On va donc analyser ensemble ce qui s'est dit, les constats, les pistes, lors de la récente Journée internationale des prothèses et orthèses. C'était organisé par l'ISPO, c'est l'organisme international de référence, et puis l'ATOC, Nord Kivu, l'association des techniciens orthopédistes congolais ici dans la province. L'objectif, c'était clair. Mettre un coup de projecteur sur ce travail indispensable, mais souvent un peu invisible, des orthoprothésistes, et puis sur les défis, mais des défis gigantesques auxquels ils font face. Alors, restez bien avec nous pour comprendre tout ça. Pour commencer, il faut vraiment poser le décor. Le Nord Kivu, c'est une province marquée par une insécurité chronique, des conflits à répétition, une grande précarité économique. Tout ça, ça génère énormément de traumatismes physiques graves et donc, oui, d'amputations. Mais ce serait une erreur de limiter ça aux blessures de guerre. Les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou même les accidents de la route, tout ça contribue aussi massivement à la demande. C'est tout à fait exact. Et quand on regarde les chiffres, même si bon, c'est parfois difficile d'avoir des données très précises, ça donne quand même une idée de l'ampleur du défi. Les estimations actuelles, elles parlent de 4000, peut-être même plus de 5000 personnes qui ont un besoin là immédiat de prothèses dans la Provence. Et si on élargit un peu aux besoins généraux en réadaptation physique, là, la base de données provinciale suggère plutôt 10 000 à 12 000 personnes. Mais ce qui est peut-être le plus frappant et assez inquiétant pour l'avenir, c'est le potentiel. Sur une population d'environ 10 millions d'habitants ici au Nord Kivu, on estime qu'à peu près 1,6 million de personnes sont considérées comme à risque. 1,6 million. C'est énorme. Oui, à risque de développer un handicap qui nécessiterait ce type de soins. Alors, face à cette demande massive, les efforts sont là, hein. On voit des organisations comme le CICR, CBM aussi. Ils font un travail considérable. Mais la réalité, sur le terrain, c'est que la couverture des besoins reste dramatiquement faible. On l'estime à moins de 25%. Moins de 25%. Ouais. Donc il y a un fossé, mais un fossé énorme entre les besoins qu'on identifie et les ressources qui sont réellement disponibles. Toute planification sanitaire un peu sérieuse, elle doit absolument intégrer cette perspective du 1,6 million de personnes à risque, pour anticiper, pour structurer la réponse, quoi. D'accord, moins de 25%. C'est vrai que ça donne le vertige face aux besoins que vous décrivez. Alors, concrètement, comment on fabrique ces appareils, ces prothèses ici? J'imagine que les techniques ont dû évoluer avec le temps, s'adapter. Oui, oui, il y a eu une évolution très nette dictée par les contraintes et puis aussi les opportunités locales. Prenez l'exemple du centre Sherika à Umoja, c'est une structure historique ici à Goma. Ça a démarré ses activités en 1974. Au début, on faisait avec ce qu'on trouvait, du bois, du cuir, parfois de la ferraille récupérée. Ah oui, on imagine bien, ça devait être lourd. Exactement. Des appareils souvent lourds, pas toujours très confortables. Et puis, il y a eu un tournant majeur en 1994. Avec l'afflux de réfugiés liés au conflit au Rwanda, des organisations comme CBM sont intervenues plus massivement. Et c'est là qu'on a introduit des matières premières plus modernes, et surtout une technologie qui allait devenir centrale, le polypropylène, le PP. Le polycropyène. Oui, c'est une matière plastique thermoformable, bien plus légère que ce qu'on utilisait avant. Cette technologie, elle a été développée, standardisée dans les années 90, surtout dans des contextes post-conflit comme au Cambodge, en Colombie. Elle permet de fabriquer sur place les composants nécessaires pour différents types d'amputations, que ce soit la jambe, le bras. Et son avantage décisif, vraiment, particulièrement ici au Nord Kivu, c'est son coût. Il est nettement plus accessible financièrement. L'accessibilité financière, oui, ça c'est évidemment un point crucial ici. Le pouvoir d'achat est très limité. Mais au-delà du prix, il y a d'autres atouts à cette technologie. Pourquoi on dit qu'elle est appropriée pour ce contexte? Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent sa pertinence. D'abord, la durabilité. Les appareils en PP y sont robustes. Ensuite, la facilité d'entretien. Un peu d'eau, un peu de savon, ça suffit. C'est un avantage pratique énorme au quotidien pour les utilisateurs. C'est sûr. Il y a aussi un aspect écologique, intéressant. C'est recyclable.
Les chutes, les déchets de production, on peut les transformer par exemple en canne anglaise. Mais le point technique qui est vraiment fondamental, c'est qu'il est soudable. Soudable, c'est-à-dire? Si une prothèse en PP se fissure ou se casse, un technicien peut la réparer. Il la soude sans avoir à refabriquer tout l'appareil. Et ça, c'est essentiel pour la maintenance, la longévité des prothèses, surtout dans un environnement où, l'accès aux services de réparation est déjà compliqué. D'accord. Robuste, abordable, réparable, ça coche pas mal de cases importantes, effectivement. Mais bon, toute technologie a ses limites, j'imagine. Quels sont les inconvénients du polypropylène? Oui, bien sûr, il y a des inconvénients. Malgré les progrès, les prothèses en PP, surtout celles pour les amputations au-dessus du genou, les transfémorales, elles peuvent rester relativement lourdes. Ce poids, ça peut être difficile à gérer pour certaines personnes, les plus âgées par exemple, ou celles qui sont affaiblies par des maladies comme le diabète. Je vois. Et puis d'autre part, si une réparation importante est nécessaire, même si c'est possible, ça peut prendre du temps. Parce qu'il faut souvent enlever les finitions, faire la soudure, refaire la finition. C'est pas instantané, quoi. On entend parfois parler de technologies plus sophistiquées, l'utilisation de résine composite, même l'impression 3D pour les prothèses. Est-ce que c'est des pistes qu'on envisage ici? Ces technologies existent, bien sûr. Les prothèses en résine ou les systèmes modulaires avec des composants industriels, c'est souvent plus léger, parfois plus esthétique, ça offre des fonctionnalités différentes. L'impression 3D aussi, ça ouvre des perspectives intéressantes. Le problème majeur, ça reste le coût. Une prothèse modulaire avancée, par exemple, ça peut facilement coûter 800 $, voire plus. Ah oui. Et face à ça, le coût d'une prothèse en polypropylène fabriquée localement, il n'y a pas de commune mesure. C'est là qu'intervient l'analyse coût-efficacité. Elle est cruciale pour décider. C'est donc ce dilemme finalement. Est-ce qu'on vise la technologie la plus pointue mais qui ne bénéficiera qu'à très peu de monde, ou est-ce qu'on privilégie une solution peut-être moins high-tech mais fonctionnelle et surtout accessible au plus grand nombre? C'est exactement ça la question. Et la priorité qui ressort très clairement des discussions entre les experts, les acteurs locaux, c'est de répondre d'abord aux besoins de masse, avec une technologie qui est jugée appropriée au contexte. Le polypropylène, aujourd'hui, il répond à cette définition. L'objectif premier, ce n'est pas d'avoir la prothèse la plus sophistiquée du monde, mais c'est de permettre à un maximum de personnes de retrouver une mobilité, une autonomie, une dignité. Il vaut mieux dans ce contexte ici équiper 100 personnes avec une prothèse en PP fonctionnelle et durable que 10 personnes avec un modèle dernier cri très coûteux. C'est un choix stratégique, guidé par l'équité et l'impact à large échelle. D'accord. Ce choix technologique est clair, mais la meilleure technologie, elle sert à rien sans les infrastructures pour la mettre en œuvre et le personnel qualifié pour l'utiliser. Et là, si j'ai bien compris, la situation est particulièrement critique. Critique, c'est un faible mot. C'est un point qui a été qualifié d'échec cuisant, vraiment, pendant les échanges de la journée internationale. Pour vous donner une idée, si on se base sur les ratios recommandés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, par rapport à la population, le Nord Kivu devrait compter environ 30 laboratoires ou ateliers capables de produire des appareils orthopédiques selon des standards de qualité reconnus. 30. Oui. Or, actuellement, seul le laboratoire du Centre pour handicapés Shirika Laumoja, à Goma, s'en approche. Et même lui, il fait face à d'énormes défis. Donc, un seul centre qui tend vers les normes, sur les 30 qui seraient nécessaires, le constat est sévère. 1 sur 30. Voilà. Et la situation du personnel qualifié, et là, c'est encore plus alarmant. Pour couvrir les besoins d'une province comme celle-ci, 10 millions d'habitants, il faudrait idéalement une centaine de prothésistes-orthésistes formés selon les catégories 1 et 2 de l'ISPO. C'est-à-dire les plus qualifiés. Exactement. Ce sont les plus hauts niveaux de formation clinique, technique, des professionnels capables de gérer des cas complexes, de concevoir des appareillages spécifiques, de superviser des équipes. Vous savez combien la province en compte actuellement, qui soit diplômée et reconnue? J'ose à peine deviner. 3. 3. 3 seulement. Et sur ces 3, il n'y en a que 2 qui travaillent activement dans la production d'appareils en ce moment. Seulement 3 diplômés pour toute la province. C'est à peine croyable. Ça illustre vraiment le défi structurel. Mais comment on explique une telle pénurie? La formation doit être un véritable parcours du combattant. C'est le principal goulot d'étranglement, oui. La formation diplômante pour devenir prothésiste, orthésiste catégorie 1 ou 2, elle est longue, exigeante et surtout elle est très coûteuse.
En plus, il n'existe que 2 écoles reconnues qui la proposent en Afrique, disons, dans les langues et la proximité géographique relative. Une à Lomé, au Togo, et une autre en Tanzanie. D'accord, donc loin et cher. Exactement. Envoyer quelqu'un se former, ça représente un investissement financier énorme. Peu de structures ou d'individus peuvent se le permettre. Alors oui, heureusement, il y a des techniciens qui sont formés localement, souvent sur le tas, dans les ateliers qui existent. Ils acquièrent des compétences pratiques, c'est précieux, et ils assurent une partie de la production. Mais cette formation, elle n'est pas sanctionnée par un diplôme reconnu internationalement. Ça correspondrait plutôt à la catégorie 3 de l'ISPO, des techniciens capables de fabriquer, d'entretenir, mais sous supervision. Ce qui limite leur perspective. Voilà, ça limite leur perspective de carrière, leur reconnaissance officielle, et parfois, ben oui, ça les pousse à chercher autre chose, à quitter le secteur ou même la région. Donc il y a une urgence, mais une urgence absolue à renforcer les capacités de formation au niveau local. Au moins pour les techniciens de catégorie 3. Et idéalement, à terme, il faudrait pouvoir rouvrir des filières de formation diplômante ici même, en RDC. Un défi majeur pour l'avenir, c'est clair. Et si on ajoute à ça les difficultés d'approvisionnement, j'imagine que faire venir le polypropylène, les composants jusqu'ici, ce n'est pas simple non plus. C'est un autre casse-tête, logistique et financier, permanent. L'unique centrale d'achat qui fournit les composants standardisés pour cette technologie polypropylène, on l'appelle technologie CR, probablement pour composants roulants, un système développé par le CICR pour une grande partie de l'Afrique. Elle est à Lomé, au Togo. Encore Lomé. Oui, donc passer commande depuis Goma, ça implique des coûts importants, le prix des matériaux bien sûr, mais aussi le transport international, les frais de douane, les taxes, et surtout, les délais sont extrêmement longs. Il n'est pas rare qu'une commande mette jusqu'à 6 mois pour arriver à destination. 6 mois. Mais ça bloque tout, hein. Ça a un impact direct sur la capacité des centres à répondre aux besoins des patients en temps voulu, c'est évident. Et pour compliquer encore un peu les choses, il faut savoir que les normes de qualité internationales, celles de l'ISPO, de l'OMS, qui sont la référence partout ailleurs, eh bien, elles ne sont pas encore officiellement adoptées, transposées dans la loi et diffusées au niveau national en RDC. Ah bon? Oui. Ce manque d'un cadre réglementaire clair, harmonisé, ça rend plus difficile d'assurer une qualité de service homogène sur tout le territoire. Ça ne facilite pas l'alignement des pratiques entre les différents acteurs. Bon, alors si je résume la situation jusqu'ici, pour nos auditeurs sur Goma Web Radio, manque criant de labos aux normes, pénurie dramatique de personnel qualifié, formation très difficile d'accès, chaîne d'approvisionnement longue et coûteuse, et des standards de qualité pas encore bien établis nationalement. Ça fait beaucoup, beaucoup d'obstacles. Et comment ces services, le peu qui existent, comment ils s'articulent avec le reste du système de santé? Est-ce qu'ils fonctionnent un peu en marge? C'est précisément un autre problème fondamental qui a été souligné. Historiquement, le secteur de la réadaptation physique, de l'appareillage orthopédique en RDC, il a souvent évolué, oui, parallèlement, voire en marge du système de santé public officiel. Une conséquence directe de ça, c'est que les données épidémiologiques sur les handicaps, sur les besoins réels de la population, elles sont mal collectées, mal agrégées, et donc elles sont mal prises en compte dans les planifications sanitaires globales. Mais donc on ne sait pas vraiment. On a du mal à savoir précisément, et ça rend aussi les services moins visibles, plus difficiles d'accès pour les patients qui suivent, disons, le parcours de soins classique. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle parfois ces professionnels les acteurs oubliés du système de santé. Leur contribution, elle est essentielle, mais elle n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur. Les acteurs oubliés, c'est une expression forte. C'est pourquoi l'intégration de ces services dans ce qu'on appelle la pyramide sanitaire est vue comme une nécessité absolue. La pyramide sanitaire? C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire intégrer la réadaptation et l'accès à l'appareillage à tous les niveaux du système, depuis le petit centre de santé le plus proche des gens jusqu'à l'hôpital général de référence, la JR, au niveau de la zone de santé. Sans cette intégration, un patient qui vit à Béni ou encore plus loin, à Manguripa par exemple, il doit faire un voyage long, coûteux, épuisant jusqu'à Goma, parfois juste pour une petite réparation sur sa prothèse. C'est absurde. Une meilleure intégration, ça permettrait de décentraliser certains services de base, les petites réparations, un suivi simple, plus près des patients, et ça désengorgerait les quelques grands centres spécialisés qui existent. Tous ces défis techniques, structurels, logistiques, on imagine bien l'impact humain énorme derrière tout ça. On parle de redonner de la mobilité, mais une amputation, surtout dans un contexte de violence, d'accident brutal, c'est aussi un traumatisme psychologique majeur, non? Comment on prend ça en compte? Ah oui, c'est un aspect absolument fondamental, et heureusement, on y accorde de plus en plus d'importance.
La prise en charge psychosociale, aujourd'hui, elle est reconnue comme une composante indispensable d'une réhabilitation réussie. D'ailleurs, le CICR, en partenariat étroit avec le centre Chiricahua Umoja, a mis en place un programme structuré de soutien psychosocial depuis 2013. Il y a une équipe dédiée, avec un psychologue, un agent psychosocial, APS, qui suit les patients tout au long de leur parcours. Et quels sont les objectifs de ce soutien? Ils sont multiples et vraiment cruciaux. D'abord, il s'agit d'aider le patient à gérer la douleur, y compris ses sensations, souvent très déroutantes, pénibles, du membre fantôme. Le membre fantôme? Oui, ce phénomène où le cerveau continue de sentir le membre qui n'est plus là. Ça touche la quasi-totalité. 95 à 100% des personnes amputées. C'est très perturbant. Ensuite, il faut accompagner le patient dans le processus, souvent long, difficile, d'acceptation de sa nouvelle image corporelle. Accepter ce changement. Et enfin, l'objectif ultime, c'est de renforcer sa résilience, sa capacité à faire face, à retrouver confiance en soi, en ses capacités, pour faciliter son retour à une vie active, sa réintégration sociale, familiale. Quand une personne vient de subir une amputation, surtout si c'est lié à un événement traumatisant, quelles sont les réactions psychologiques les plus fréquentes que vous observez sur le terrain? Oh là là, les réactions peuvent être très diverses et très intenses. On rencontre souvent un profond sentiment de honte, une perte de valeur, la peur de devenir un fardeau pour sa famille, un sentiment d'inutilité. Le désespoir face à l'avenir est fréquent. Parfois, ça s'accompagne de culpabilité, avec cette question qui revient « Pourquoi moi ?» Ça peut mener à l'isolement social, à la dépression. Chez les victimes de violences, on observe aussi des symptômes de stress post-traumatique, les flashbacks, les cauchemars, l'hypervigilance. Tout ça, ça mine l'estime de soi. Et dans les cas les plus graves, ça peut conduire à des idées suicidaires. Il ne faut jamais banaliser cet impact psychologique. Et le membre fantôme, c'est une réalité très concrète, très perturbante pour beaucoup. Ça peut générer des douleurs réelles. D'ailleurs, une prothèse qui est mal ajustée ou inconfortable peut paradoxalement aggraver ces douleurs fantômes. C'est un tableau psychologique effectivement très lourd. Comment l'équipe psychosociale intervient concrètement pour aider ces personnes à traverser tout ça, à se reconstruire? C'est un travail d'accompagnement, patient, personnalisé. Il n'y a pas de solution miracle, chaque parcours est unique. On travaille sur plusieurs axes. D'abord, aider la personne à reconstruire une image positive d'elle-même, se voir comme une personne capable, entière, malgré le handicap. Ensuite, renforcer l'estime de soi, mettre en valeur les compétences, les ressources qui restent. Et enfin, on travaille sur la résilience. Aider la personne à identifier, à mobiliser ses propres forces intérieures pour surmonter l'épreuve, se projeter à nouveau dans l'avenir, retrouver un rôle actif. Et ça passe par quoi, concrètement? Concrètement, ça passe par des consultations psychologiques individuelles. Le chiffre de 627 consultations enregistrées entre janvier et octobre de cette année, ça montre bien l'ampleur du besoin. Effectivement. Mais ça passe aussi par des groupes de parole, des groupes de soutien. Ces groupes sont très importants. Ils permettent aux patients de partager leurs expériences, de se sentir compris, de briser l'isolement, de s'encourager mutuellement. Voir que d'autres vivent des difficultés similaires et trouvent des moyens de s'en sortir, c'est souvent très, très puissant. Oui, on imagine bien. C'est un travail de l'ombre, mais absolument essentiel. Alors, si on rassemble un peu tous les éléments, les défis techniques, le manque criant de structure, de personnel, les difficultés d'approvisionnement, l'intégration qui n'est pas suffisante dans le système de santé, et puis l'importance cruciale du soutien psychosocial, quelles sont les grandes pistes, les recommandations pour améliorer durablement la situation au Nord Kivu? Les experts, les acteurs de terrain, ils s'accordent sur une nécessité. S'aligner sur les standards, les recommandations de l'OMS. On peut les résumer par le concept des 5 P pour les technologies d'assistance. Les 5 P. Oui, le premier P, c'est policy, politique. Ça implique une meilleure gouvernance du secteur, un plaidoyer pour un financement public plus conséquent, plus pérenne. Mettre en place des systèmes d'information fiables pour mieux connaître les besoins, suivre les services, et puis avoir une stratégie nationale, provinciale de réadaptation qui soit claire, intégrée. Le deuxième P, ce sont les products. Là, il s'agit de définir une liste prioritaire d'appareils essentiels et de promouvoir l'utilisation de technologies qui soient appropriées au contexte, c'est-à-dire efficaces, sûres, durables et économiquement accessibles, comme le polypropylène actuellement. D'accord. Policy, products. Le troisième P, c'est le personnel. On en a parlé, c'est l'urgence absolue. Renforcer massivement les capacités de formation à tous les niveaux.
du technicien de base, catégorie 3 ISPO, jusqu'au prothésiste-orthésiste clinicien, catégorie 1 et 2. Le 4e P, c'est la provision, prestation de services. Les services de réadaptation d'appareillage, ils doivent être de qualité, efficaces, sûrs, équitables géographiquement, intégrés dans le système de santé général et surtout centrés sur la personne, sur ses besoins individuels. Et enfin, le 5e P, ce sont les people, les utilisateurs. Il faut garantir le respect de leurs droits, les impliquer dans les décisions qui les concernent et surtout trouver des mécanismes de financement durables pour leurs soins, pour réduire cette dépendance à l'aide humanitaire extérieure, qui est par nature fluctuante et souvent insuffisante. Vous parlez de financement durable. Concrètement, quelles pistes sont explorées pour sortir de cette dépendance de l'aide extérieure? C'est un peu le nerf de la guerre, non? C'est absolument crucial. Une piste qui est jugée essentielle, c'est la promotion et le renforcement des mutuelles de santé. Les mutuelles. Oui. Si les soins de réadaptation, la fourniture de prothèses, d'orthèses, étaient systématiquement inclus dans le panier de soins couvert par les mutuelles, ça offrirait une protection financière significative aux patients, à leurs familles. Et en même temps, ça garantirait une source de revenus plus régulière, plus prévisible pour les centres de réadaptation. Ça leur permettrait de mieux planifier leurs activités, de moins dépendre des bailleurs de fonds internationaux. C'est une voie qui demande vraiment à être explorée, soutenue activement. D'accord, c'est une piste intéressante. Et au-delà de l'aspect médical, financier, comment on favorise l'inclusion sociale de ces personnes une fois qu'elles sont appareillées, qu'elles ont suivi une réadaptation? C'est ça le but final, non? C'est véritablement l'objectif final de tout le processus, oui. C'est redonner à la personne sa place, pleine et entière, dans la communauté. Et il y a des actions concrètes qui sont menées dans ce sens. Par exemple, le CICR soutient la scolarisation d'enfants appareillés. Le rapport mentionne 14 enfants qui seront pris en charge à Goma début 2025 pour leur permettre de poursuivre leur éducation. C'est une bonne nouvelle. Oui, et il y a aussi des efforts pour lever les barrières à la participation sociale, aux loisirs, comme l'illustre la construction récente du stade paralympique à Goma. Ça ouvre des perspectives pour le développement du sport adapté. L'idée générale, c'est de lutter contre la stigmatisation, de créer un environnement qui permette à chacun, quelles que soient ses capacités physiques, de participer activement à la vie de la société, retrouver son autonomie, sa place. Bien, alors, essayons de synthétiser un peu tout ce qu'on a exploré aujourd'hui ici sur Goma Web Radio. On a vu l'immensité des besoins en prothèses, en réadaptation au Nord Kivu, une situation tragiquement alimentée par les conflits armés, mais aussi, on l'a dit, par les maladies chroniques, les accidents. Face à ça, les défis sont colossaux. Manque criant de personnel qualifié, d'infrastructures adaptées, une formation coûteuse, peu accessible, une chaîne d'approvisionnement en matériaux qui reste fragile, lente, et une intégration encore trop timide de ces services essentiels dans le système de santé global. Mais on a vu aussi qu'il existe des solutions pragmatiques, comme cette technologie du polypropylène, jugée appropriée au contexte. On a souligné l'importance capitale et de mieux en mieux reconnue du soutien psychosocial. Et enfin, il existe une feuille de route claire basée sur ces fameux standards internationaux des 5 P pour guider l'action future. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette analyse sur Goma Web Radio. Ce qu'il faut vraiment retenir, je crois, c'est que derrière les chiffres, derrière les défis techniques, les plans stratégiques, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des vies bouleversées qui cherchent à se reconstruire. Obtenir une prothèse, accéder à des soins de réadaptation, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas accessoire, c'est une question de droit humain fondamental. C'est lié à la dignité, à l'espoir de retrouver une autonomie, de pouvoir à nouveau travailler, aller à l'école, participer à la vie sociale. La solution, elle ne viendra pas d'un seul acteur. Ça doit être un engagement collectif, coordonné. Il faut que la réadaptation soit pleinement intégrée dans toutes les politiques de santé. Il faut investir massivement dans la formation locale. Il faut trouver des solutions pérennes pour l'approvisionnement. Et il ne faut jamais, jamais sous-estimer l'accompagnement psychologique et social. Pour reprendre une expression qu'on entend sur le terrain, il faut cesser de jouer à cache-cache avec la réalité des besoins. Il faut travailler vraiment en synergie pour que la réadaptation sorte enfin de sa marginalité. Et pour conclure notre échange, peut-être une dernière réflexion à méditer pour nos auditeurs. Dans un monde où l'on vante constamment les dernières innovations technologiques, les prothèses bioniques, l'intelligence artificielle au service de la santé, comment on s'assure collectivement que les technologies qu'on appelle appropriées, celles qui, comme le polypropylène ici, sont peut-être moins spectaculaires mais qui répondent à des besoins fondamentaux de manière accessible et durable, comment on s'assure qu'elles bénéficient d'un soutien politique, financier,
logistique suffisant. Comment garantir que ces solutions vitales atteignent réellement celles et ceux qui en ont le plus besoin, là où les ressources sont les plus limitées? C'est une question essentielle, je crois, si on veut vraiment œuvrer pour plus d'équité en matière de santé à l'échelle mondiale. Merci de votre fidélité à Goma Web Radio.